maître se meurt, il tient à vous remercier de lui avoir sauvé la vie il y a toutes ces années. C'est un honneur que de rencontrer Wolverine. Ce n'est plus ce que je suis. Eh ben, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Wolverine, pour la plupart des lecteurs et des spectateurs, c'est un type qui s'appelle Logan, qui préfère être laissé tout seul à son ivresse ou à la nature. Et puis on a révélé bien plus tard, bien plus proche de nous, une origine beaucoup plus complexe qui débute au 19e siècle, où on comprend que Wolverine est en fait quelqu'un qui s'appelle James Howlett, qui est plus ou moins un descendant d'une bonne famille, mais en fait il n'est pas vraiment descendant, sa maman a fricoté avec le jardinier, et qui découvre enfant qu'il est un mutant, le mot n'existe pas, et qui est obligé de prendre la fuite puisque son père officiel, on va dire, découvre qu'il n'est pas vraiment son père, et ça prend des proportions complètement épiques parce que il devient très important, tout le monde veut le manipuler, et au fil des années, il va être chassé, contrôlé, fait prisonnier. Les services secrets vont lui injecter du métal dans son squelette pour le rendre encore plus endurant, et on a ce personnage-là qui finalement a plus de 150 ans, mais en même temps a une mémoire de canari, et se souvient pas forcément de tous les secrets de sa vie, ce qui est un ressort pour les scénarios, un ressort apparemment sans fin. Je peux te rendre mortel. Crois-moi, mon pote, je suis pas un exemple à suivre. Alors, il a été créé pratiquement sur une boutade. En fait, il a d'abord été créé comme un personnage secondaire des aventures de Hulk, et il s'agissait de créer un personnage canadien, un héros canadien. Il y avait quelques lecteurs de comics au nord du continent américain, et Marvel s'est dit allons-y, créons un super-héros canadien, et la seule idée qu'on a trouvée à l'époque, c'est de se dire pourquoi ne pas prendre un Wolverine qui est un animal du Grand Nord, alors qu'on peut traduire de différentes manières, pas toujours d'ailleurs très élégantes. Dans les années 70, on utilisait chez Haredi Artima, un éditeur français, la traduction littérale qui est le glouton, ce qui n'est pas très classe. Et donc on a lancé ce personnage sans trop savoir quoi en faire. C'est-à-dire qu'il y a un ou deux épisodes où il se castagne avec Hulk, et il n'y avait pas vraiment d'origine, pas vraiment d'identité, même sous le masque. On savait pas quoi en faire, et quelques mois plus tard, les X-Men ont été réorganisés, et comme il fallait repenser un petit peu l'approche internationale du groupe, c'est-à-dire injecter non seulement des mutants bien entendu des États-Unis, mais venant d'autres pays, on s'est dit pourquoi pas faire de ce nobody canadien un mutant. On a qu'à dire qu'on a oublié de préciser que c'était un mutant, et voilà comment ce griffu a atterri chez les X-Men, bien qu'au début personne n'avait la moindre idée de ses pouvoirs, et pendant les premiers mois c'est assez rigolo de relire les épisodes de l'époque d'ailleurs, parce que on est convaincu, les personnages y compris, que par exemple les griffes sortent de gants spéciaux, qu'il s'agit d'un gadget, et qu'on n'est pas très au courant de pouvoirs qu'il pourrait avoir. Et c'est au bout de quelques mois que finalement on réalise que non, les griffes ne viennent pas des gants, que en plus il a quelques pouvoirs de récupération, et que va commencer une espèce de quête, une espèce de non-dit autour de son identité, de ses origines, puisqu'en plus le personnage est relativement amnésique. Donc on va jouer pendant des années avec ce secret, et des générations même de scénaristes, on peut dire, qui n'avaient aucune idée, bien entendu, de ce que pouvait être le secret. Je ne guéris plus. C'est elle qui m'a fait ça. Maintenant, ça n'est plus qu'un homme. Au début, l'impact il est très limité. Pourquoi ? Parce que on parle d'une période où les X-Men viennent d'être pour ainsi dire réinventés. Il y a beaucoup de fortes figures. C'est le moment où Tornade, Diablo, Colossus arrivent aussi dans le groupe. Wolverine n'est jamais qu'une tête de plus dans ce groupe-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas très conscient de ses capacités. C'est un peu celui qu'on connaît le moins, celui qui parle sans doute le moins au lecteur, en dehors d'un autre personnage qui est indien, qui s'appelle Thunderbird, et qui lui va être carrément zigouillé en l'espace de 2 épisodes, et on sent d'ailleurs à un moment que ça passe pas loin pour Wolverine, c'est-à-dire que les auteurs eux-mêmes ne savent pas trop quoi en faire, et se
pose vraiment la question de s'en débarrasser. Et puis, à la faveur d'un changement de dessinateur de la série, c'est-à-dire que le renouveau des X-Men était dessiné par quelqu'un qui s'appelle Dave Cockrum. La série des X-Men a été scénarisée par Chris Claremont et Cockrum est remplacé quelques temps plus tard par un autre artiste qui s'appelle John Byrne et qui a des attaches canadiennes et qui, lui, va s'intéresser forcément à ce personnage canadien et va commencer à en faire des choses. Et il y a un épisode resté assez marquant sur la carrière de Wolverine où tous les X-Men sont faits prisonniers par une terrible organisation qui s'appelle le Club des Damnés et où Wolverine, qui est finalement d'une certaine manière le moins puissant, qui lance pas des éclairs ou des choses comme ça, se retrouve projeté au fond d'un égout, ressort de la tête de l'égout et reste le seul capable de libérer l'équipe, et il va le faire en l'espace d'un épisode en mode Terminator machine à tuer. Et c'est vraiment le tournant dans la carrière de Wolverine, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, c'est l'officialisation que non, il est peut-être pas le plus puissant, peut-être pas le plus spectaculaire, mais c'est le plus dangereux. Vous êtes quoi? Un chimiste capitaliste, une vipère. Alors, c'est là aussi un vrai mystère, parce que c'est un personnage les plus vendeurs, c'est un des personnages les plus présents, c'est-à-dire que si on doit lister tous ses pouvoirs de mutant, il faut aussi parler d'un étrange pouvoir d'ubiquité qui lui permet d'apparaître dans un nombre de séries totalement délirant. Il faut savoir que Wolverine n'est plus seulement un membre des X-Men, il apparaît dans beaucoup de séries parallèles des X-Men, il a aussi ses propres séries qui racontent sa carrière solo, il est avec le temps devenu un des membres des Avengers, et au bas mot, chaque mois, on le retrouve dans une douzaine de séries. Ce qui amène un sentiment assez bizarre d'ailleurs, parce que les gens achètent ces séries, sinon elles s'arrêteraient, les apprécient sans doute, mais en même temps saturent de voir le personnage. Donc c'est une situation assez curieuse. La vérité, c'est que c'est un personnage qui lutte contre sa nature. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose d'universel, c'est-à-dire que cet homme animal tel qu'il pouvait être dans les premières années, ultra violent, bestial, moins classe que les autres, avec le temps, il se prend en main. Il y a une série qui s'appelle Wolverine and the X-Men où il est carrément devenu le nouveau directeur de l'Académie des surdoués, et on sent ce personnage qui essaie de devenir meilleur que ce qu'il est, et d'une certaine manière sans doute un peu tous ce qu'on voudrait faire. Donc il y a un écho là-dedans, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu une histoire c'est pas seulement la énième aventure d'un type avec des griffes qui va combattre des ninjas. Tu lis l'avenir, c'est ça? Je t'ai vu mourir. Alors, la fidélité, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas tranché. Pourquoi? Parce que dès le premier film X-Men, quand on a la scène où on découvre Wolverine en train de se battre dans le bar, on va dire que l'esprit est totalement respecté. C'est pour ainsi dire, ça pourrait être une vignette tirée d'un des comic books. Là où c'est pas respecté, on va dire à la lettre, c'est que dans les comics, Wolverine est un petit trapu, une sorte on peut pas dire que c'est un premier de la classe. Et là, d'un seul coup, on a Hugh Jackman qui, on va dire, lui fait gagner quelques points auprès de ces dames. Donc, c'est pas du tout le type clé qu'on a pu identifier dans les comics. Il y a un moment, d'ailleurs, c'est dit, c'est dit dans plusieurs épisodes que Wolverine est quelqu'un de laid. Là, on est dans un autre registre sur le plan physique. Néanmoins, c'est sans doute dans l'esprit le mutant qui est le plus proche de sa version BD, et dans le nouveau film qui sort ces temps-ci. D'ailleurs, c'est sans doute, je crois, le film tiré des X-Men qui est le plus fidèle. On s'est pas tiré à 100% d'une BD en particulier, mais on peut tout à fait identifier sur quels épisodes ils sont basés. C'est la mini-série Wolverine de Chris Claremont et Frank Miller, qui atterrit à l'écran beaucoup modifié, mais on sent vraiment l'impact du matériel d'origine. Donc c'est vraiment, je
Alors que c'est assez rare qu'on puisse identifier comme ça les 4 ou 5 épisodes qui ont permis d'arriver à l'histoire d'un film.